Nouveau carnet de route, nouvelle destination et bien évidemment nouvelle monture. On est au cœur des Alpes en Haute-Savoie. On est en train de se promener tout autour du Mont Blanc. On partira de la vallée du Gifre pour rejoindre celle de Chamonix et on va vous montrer les coins indispensables à visiter pour comprendre la montagne tout simplement. Mais la montagne avec un grand M, c'est une terre complexe qui s'est formée sur des milliers d'années d'évolution. Et pour en comprendre toute la subtilité et aussi la complexité, il y a quelques lieux à ne pas manquer. Au pays du Mont Blanc, du fond des vallées au sommet toujours enneigé, il y a de quoi faire. Pour notre balade, on a décidé de la jouer écolo. Notre compagne de route, la Kia EV6, l'une des voitures électriques les plus importantes de ces dernières années. Pour la marque coréenne, l'ambition est grande et ils ont mis les petits plats dans les grands. Pour ce modèle censé réconcilier zéro émission et grand trajet, il fallait au moins ça pour s'attaquer aux Alpes, d'autant plus que les meilleurs recoins ne sont pas forcément à côté. Et ici, c'est un passage obligatoire pour qui souhaite découvrir ce que la Savoie a de plus impressionnant à nous montrer. Ici, c'est le cirque du fer à cheval. On est à Sixte, à seulement quelques cols du Mont Blanc. Et c'est une énorme formation rocheuse qui doit tout simplement son nom à sa forme d'amphithéâtre. Elle a été formée il y a des dizaines de milliers d'années par l'érosion des barres calcaires et les glaciers qui s'y sont installés. On est vraiment au plus près des grandes montagnes. On voit d'ici la corne du Chamois et il prend appui sur le Tenverge à près de 3000 mètres. On reprend donc la route depuis le cirque du fer à cheval, on va contourner tout le massif du Mont Blanc pour rejoindre la vallée de Chamonix, le temps d'un premier bilan avec cette Kia EV6. Alors c'est vrai, il y a eu d'autres voitures électriques avant le V6 au sein de la gamme Kia, mais c'est la première qui a dû un peu changer le game et créer une révolution pour le constructeur coréen. Elle a été imaginée comme la première et potentiellement l'unique voiture du foyer. On a gagné en autonomie évidemment et en puissance de recharge, mais globalement c'est aussi une voiture à vivre, il y a de la place partout, mais ça c'est propre aux véhicules électriques avec un agencement bien spécifique, que ce soit à l'arrière ou dans le coffre. Et donc c'est la première Kia électrique qui doit nous permettre de réellement voyager et on la met forcément à l'épreuve, surtout que forcément sur le papier, la montagne et voiture électrique ne font pas bon ménage, mais pour le coup elle est plutôt bien équipée. Batterie de 77 kWh, plateforme 800 volts capable d'encaisser 239 kW de puissance de recharge, masse conséquente mais aérodynamisme peaufiné, planificateur d'itinéraire, bref, le V6 se plie en 4 pour faciliter les longs trajets, reste que le contexte a lui aussi un impact direct sur l'endurance. Nouveau stop sur ce carnet de route, on est à Sallanches, au château des Rubens, qui est un vrai château du XIVe siècle, qui par la suite est devenu une demeure seigneuriale, mais maintenant c'est devenu un musée, l'Observatoire des Alpes. Et il y a un vrai paradoxe entre la bâtisse très traditionnelle et finalement ce musée qui se veut extrêmement moderne, parce que dans chacune des salles, on a des expositions mais qui jouent sur les lumières, les projections, mais aussi les sens. On touche, on voit, on sent des choses. Là aussi, c'est un lieu idéal pour découvrir encore plein de choses sur la montagne. Répartie sur 5 étages, la visite permet d'aborder des thèmes différents, comme la géologie et la glaciologie, la faune et la flore, l'histoire de l'homme dans les montagnes ou encore les évolutions du climat. En plus des projections de mini-films et d'expositions sur les différentes thématiques, l'observatoire joue à fond sur les sens. Ici par exemple, on a les chutes de sérac, les chutes de glace. On peut même entendre les glaciers, parce que les glaciers font du bruit, ou même les chutes de pierre. On continue donc notre balade au cœur des Alpes et maintenant on s'enfonce petit à petit dans la vallée de Chamonix. On n'est plus vraiment sur l'autoroute, là on est sur une grande départementale et puis on a utilisé beaucoup de voies secondaires, ce qui fait forcément baisser les consommations. On n'est plus qu'à 17,8 kWh tous les 100 km. L'autonomie devient nettement plus confortable dans ce genre de conditions. La seule ville emblématique dans les alentours immédiats du Mont Blanc, c'est bien évidemment Chamonix. On va d'ailleurs rencontrer une grande spécialiste qui va pouvoir justement nous raconter comment cette ville est intimement liée à la montagne et au Mont Blanc. Petite ville de 10 000 habitants en période creuse, Chamonix voit sa population décuplée lors des saisons d'hiver et d'été, mais le rayonnement de la commune n'était pas gagné au départ. Et pour cause, sa proximité avec le Mont Blanc ne lui a pas toujours valu une réputation très rassurante. Et 1741, on disait encore les montagnes maudites, en parlant en tout cas du massif du Mont Blanc. Voici Christine Boismont-Lasserre, une grande spécialiste, guide du patrimoine et auteure d'un livre sur la vallée de Chamonix. Elle nous explique comment cette contrée effrayante est devenue incontournable pour les amoureux de la montagne.
On a connu une petite période qu'on appelle le mini-âge glaciaire, c'est-à-dire entre le 16e et le milieu du 19e, où on a eu un refroidissement très net, là, contrairement à ce qu'on vit maintenant, avec des glaciers qui descendaient, des avalanches en hiver, donc on y voyait plutôt la main du diable. Mais il a fallu le voyage de deux Anglais téméraires, Wyndham et Pocock, deux aventuriers de l'époque et représentants de la grande bourgeoisie, pour changer la perception de la ville. Ils sont allés au plus près de la montagne pour en faire le récit. Et là, ils descendent sur ce glacier et en fait, ils comparent ça à un lac qui aurait eu des vagues gelées, avec des grandes vagues gelées. Après, c'est ce qui deviendra plus tard la mer de glace, mais si vous voulez, c'est ce qui va être à l'origine des premiers visiteurs. Il n'en fallait pas plus, on vient de très loin pour découvrir Chamonix. Aujourd'hui encore, la ville conserve une réelle attractivité de par le côté extrême de la montagne qui l'entoure. Chamonix forme également les travailleurs de haute montagne, un vivier d'actifs indispensable pour continuer à explorer le massif. Surtout, Chamonix-Mont-Blanc détient désormais une place centrale pour comprendre la montagne. Les défis à venir sont de taille et l'exploration reste nécessaire pour anticiper les énormes changements à venir. Et encore de nos jours, régulièrement, les scientifiques viennent à Chamonix, font des études maintenant, surtout sur les glaciers, sur les éboulements, et ils ont besoin des guides pour aller sur ces lieux-là. On a donc découvert Chamonix et surtout comment son histoire passée et présente est intimement liée à tout ce qui l'entoure, mais surtout ces montagnes regorgent de choses très précieuses et ici il n'y a qu'un seul endroit pour découvrir tous ces secrets. Le musée des cristaux de Chamonix, ici on découvre des pierres en tout genre venues du monde entier, mais surtout des cristaux qui ont pris forme il y a des milliers d'années au cœur de la montagne qui entoure la ville. Et c'est Christophe, responsable des collections, qui nous explique l'art et la pratique qui entourent ces petits trésors et la manière de les récolter. Ce sont des gens qu'on appelle des cristalliers. Ce n'est pas un métier, c'est une activité. Ils ont tous un métier à côté. Et ces cristalliers, ce sont des montagnards aguerris. Ils vont dans des endroits qui sont vraiment dangereux et très fracturés. C'est sport extrême lié à la chasse au trésor. Aller chercher des cristaux, ça se mérite, mais surtout, cela doit se faire dans le respect de certaines règles. Notamment de ne pas utiliser de moyens lourds, c'est-à-dire pas de perforateur, de dynamite, pas d'hélicoptère. Les cristaux sont naturellement détachés de la roche. Naturellement, on dit que les cristalliers vont à la cueillette aux cristaux. Au préalable, les plus aguerris devront signer à la mairie une charte et un code d'honneur. Surtout, en fin d'année, toute la récolte doit être déclarée en détail et certains cristaux doivent obligatoirement être présentés au musée. Au cœur du massif du Mont-Blanc, les cristaux sont précieux, ils font partie du patrimoine naturel. Certains sont même uniques au monde. Vous avez vraiment une spécificité, une vraie rareté. C'est cette fluorite rouge, cette profonde couleur rouge, c'est unique au massif du Mont-Blanc. Et c'est une terre rare qui s'appelle l'yttrium. Ça, c'est le Graal du cristallier. Pour s'en mettre plein les yeux et découvrir ce que la montagne a de plus précieux à offrir, ce musée est incontournable, mais pas que. Le véritable joyau de la vallée de Chamonix se trouve à quelques kilomètres plus haut. Directement depuis le centre-ville, on embarque dans une télécabine pas comme les autres, près de 3000 mètres d'ascension pour atteindre l'aiguille du Midi. Là, on arrive au sommet de l'aiguille du Midi, donc on est à 3800 mètres d'altitude. Et du coup, on voit que le site a été creusé dans la roche. Et on va dire sur deux pitons rocheux. Donc là, on arrive à la passerelle, passerelle de l'aiguille du Midi qui relie les deux pitons rocheux. Une construction de l'extrême qui donne accès à un des meilleurs spots pour admirer le massif et le Mont Blanc, quand les conditions le permettent. C'est peut-être pas le meilleur jour, parce qu'on est censé voir des choses là à droite et à gauche quand même un peu. On a un panorama tout autour de nous, donc on voit aussi bien, on va dire, la vallée de Chamonix, le massif du Mont Blanc, et le départ de l'arête de l'aiguille du Midi qui donne accès, on va dire, à toutes les courses qu'on peut faire dans le massif du Mont Blanc en pratique d'alpinisme ou de ski hors piste de randonnée. Ce qui est dingue quand même, c'est que ça a été construit dans les années 50, on est bien d'accord. On est quand même à flanc de falaises quand même qui sont hyper abruptes. On a réussi à venir construire, faire des trous énormes dans la roche à quasiment 4000 mètres d'altitude. Un travail de fourmi qui résulte aujourd'hui en un dédale de tunnels creusés à même la roche. Plus qu'un simple point de vue, l'aiguille du Midi est un point de départ de multiples randonnées et un véritable lieu d'activité. Aujourd'hui, on a aménagé des espaces pour faire comprendre, on va dire, ce qu'est la haute montagne, les activités qu'on peut y pratiquer. Un musée, des expositions, un point de vue vertigineux appelé le pas dans le vide. On peut passer du temps sur ce promontoire ou alors se lancer à l'assaut du massif. Ah ouais. Bon, là on voit pas grand chose effectivement à l'aiguille du Midi. Il y a des sorties de l'autre côté des pitons rocheux qui permettent d'accéder à des terrains d'alpinisme ou faire du ski de haute montagne. Là clairement, moi j'y vais pas, mais il faut savoir quand même qu'on est entièrement sous sa propre responsabilité quand on sort par là. Donc avis aux experts, c'est que pour vous.
Un ascenseur est même bâti au corps de la roche, un tube de 60 mètres de hauteur qui permet d'accéder à un panorama spectaculaire. Bon, Yuri, je t'avoue, je suis un peu déçu parce que j'étais quand même venu pour ça. Ouais. Donc là, malheureusement, la journée ne nous permet pas d'avoir la vision, mais celle qu'on aurait eue par beau temps, c'est celle-ci. En gros, le Mont Blanc, il est pile là. Donc là, on a toute la vallée blanche et après, du coup, un enchaînement pour arriver au point le plus haut d'Europe qui est le Mont Blanc. Voilà, aide-moi à me projeter. À vol d'oiseau, il est à combien là, du coup, s'il est pile en face de moi à Donc peu là, près on a 1000 mètres de dénivelé, on a à peu près 2 km à vol d'oiseau. À 2 km à vol d'oiseau? Ouais. Bon, ça marche. Et là, en fait, on est dans un nuage, hein, c'est bien ça, si j'ai bien Là, on compris. est en plein dedans et du coup, on a même un petit peu de neige Parfait. qui nous fait ressentir qu'on est. Vous avez de la neige toute l'année ici, de toute façon? Ouais, ici, on a de la neige toute l'année. Ça marche. On repassera donc pour la vue. La météo n'a pas été avec nous cette fois-ci, mais cette image saisissante laisse apprécier la prouesse technique du site. Juste le temps de redescendre et nous voilà repartis avec notre V6 chargé à bloc pour effectuer le trajet retour. Le crossover coréen a certes dû affronter des liaisons autoroutières et des températures qui ont chuté, mais avec un peu d'organisation, le V6 nous a surtout démontré que visiter la montagne en voiture électrique n'est plus vraiment le grand défi que l'on aurait pu craindre. Voyageuse dans l'âme, endurante, techno et plutôt agréable à mener, la Kia tente de réconcilier voyage et zéro émission, et le challenge est en partie relevé.